Alors, que dire sur ces formes de la monnaie? Eh bien, d'abord que elles se sont historiquement succédées. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant, c'est que je ne veux pas vous présenter une histoire linéaire des formes de la monnaie, ou plutôt si je vais le faire, par commodité pédagogique, mais ne croyez pas qu'au départ il y avait cette forme, et puis après celle-ci, et enfin une troisième. En fait, les formes, elles ont pu cohabiter, y compris les formes les plus modernes de la monnaie ont pu apparaître plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Elles ont, à certains moments, pour des raisons historiques diverses, ces formes de la monnaie, elles ont pu disparaître ou être totalement mis en marge de la circulation monétaire pour réapparaître plus tard. Donc c'est certainement pas une histoire linéaire, c'est des formes de monnaie qui se sont succédées, complétées, qui ont eu un fort développement ou au contraire qui ont connu de fortes régressions à différentes périodes de l'histoire. Je vous dis ça parce que on sait aujourd'hui, par exemple, que le crédit a précédé la monnaie. Alors qu'on a enseigné jusqu'à présent le fait qu'il fallait, d'abord il y avait le troc, ensuite il y avait la monnaie, et avec le développement de la monnaie, s'était développé le phénomène du crédit bancaire. Et on s'aperçoit que dans des sociétés qui ne connaissaient pas la monnaie, on connaissait déjà le crédit. Donc les individus avaient des dettes sociales les uns envers les autres. Donc tout ça pour vous dire que des formes très évoluées au niveau monétaire peuvent avoir existé avant que les formes simples ne soient elles-mêmes développées. Alors, dans mon histoire des formes de la monnaie, eh bien, tout commence après le règne des monnaies marchandises. Les monnaies marchandises, c'est tous les objets du troc. Chaque marchandise est une monnaie, d'accord, des monnaies marchandises. Eh bien, à partir du moment où quelques marchandises sont sélectionnées pour servir de monnaie, on parle de marchandises-monnaie. C'est un bon terme d'ailleurs parce qu'au départ, les premières formes monétaires ne concernent pas les supports tels qu'on les connaît. Ce n'est pas des pièces, ce n'est pas du métal précieux, mais ce sont plutôt des objets symboliques d'une société qui représentent une valeur particulière pour les sociétés qui les ont adoptés. Ça peut être des coquillages, ça peut être des grains de sel, ça peut être des épices, ça peut être des choses extrêmement différentes qui vont servir dans une société particulière de symbole monétaire. Si vous voulez. Donc, apparaissent les premières marchandises-monnaies dans chaque société. Puis, assez rapidement, s'impose, d'ailleurs avec le développement du progrès technique, de la métallurgie aussi, s'impose un support particulier à la monnaie, c'est le support métallique. Donc naissent les premières monnaies métalliques qui sont le plus souvent en métal précieux et ou en métal semi-précieux. C'est-à-dire qu'on a les monnaies d'or, d'argent, de bronze, par exemple, le bronze étant considéré comme un métal semi-précieux. Alors ces monnaies métalliques, elles vont avoir différents stades de développement. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle la monnaie pesée, c'est-à-dire que voilà, dans l'unité monétaire, on sait qu'il y a 4 grammes d'or ou 3 grammes d'argent. Donc, celui qui détient cette unité monétaire-là, il sait quelle quantité de métal il a entre les mains. Vous comprenez très bien que ça a prêté à beaucoup d'escroqueries. On dirait ça aujourd'hui, c'est-à-dire que la tentation était grande à un moment donné de ne pas mettre le poids d'or ou de mettre un métal non précieux avec de l'or autour. Bref, ce système avait beaucoup d'inconvénients. Alors ensuite, on a eu la monnaie comptée. Donc là, la monnaie comptée, en fait, il y a une valeur, un chiffre sur la face, sur une face de la pièce de monnaie, et on sait que cette pièce, c'est 2 écus d'or. Voilà, c'était écrit, sa valeur est écrite dessus, 2 écus d'or. Ou 1 écu d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle la monnaie comptée. Évidemment, c'est toujours en rapport avec un certain poids ou une certaine quantité de métal précieux derrière. Mais c'est écrit. On sait ce qu'on possède. Et puis, vont se développer les monnaies frappées.
Hein, c'est-à-dire que pour inspirer confiance, eh bien, il faut que l'émetteur de la monnaie soit connu. Et qui va émettre les monnaies? Ben, les puissants, les princes, les rois. Hein, il faut quand même savoir que avant que les unités nationales ne soient faites en Europe, eh ben, au niveau d'un comtat, par exemple, c'est-à-dire une petite région française, à peu près équivalente en matière de taille, il y avait des monnaies privées. Hein, donc en France, ce qui est la France aujourd'hui, il y avait au moins une dizaine de monnaies privées en concurrence, qui devaient quand même être reconnues parce qu'elles devaient pouvoir s'échanger au moins partiellement les unes contre les autres. Donc, le prince qui émet la monnaie met son effigie dessus pour qu'on sache d'où elle vient, qu'on puisse l'identifier et qu'elle puisse inspirer confiance. Déjà, la confiance dans les histoires monétaires. Alors, dans l'histoire de la monnaie métallique, il y a une histoire très particulière. C'est l'histoire du bimétallisme, or et argent. Hein, à un moment donné, en Europe, dans beaucoup de pays européens, cohabitent deux types de monnaies, qui sont des monnaies en or et des monnaies en argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pourquoi l'or et l'argent? Évidemment, pour leurs propriétés intrinsèques. Quelles sont les propriétés de l'or et de l'argent qui peuvent expliquer pourquoi ces deux métaux ont souvent servi de support à la monnaie? D'abord, c'est inaltérable. C'est probablement la première propriété, la propriété essentielle de ces deux métaux. J'allais dire, l'or est plus inaltérable que l'argent, ce qui veut dire que l'argent n'est pas totalement inaltérable. Hein. Si vous avez des objets en argent, vous voyez qu'ils s'oxydent. Hein, donc il y a une petite altération qui se fait, mais on peut considérer, en tous les cas, par rapport aux autres métaux, qu'ils sont inaltérables. Ils sont fongibles. C'est-à-dire qu'on peut les fondre et qu'on peut les transformer en pièces, en lingots, en extraire des poids différents, etc. Et puis, il y a une troisième caractéristique à ces deux métaux, eh bien, c'est qu'on va pouvoir les diviser extrêmement facilement. Je dirais que, comme socialement, ils sont prisés, évidemment, ils sont tout indiqués pour fournir le support de la monnaie qui elle-même est prisée en tant qu'équivalent général de l'échange. C'est très probablement pourquoi on peut expliquer que sur tous les continents et sur toutes les places où il y a de l'or relativement, pas abondant, mais que l'on peut trouver en quantité, eh bien, ce métal a servi de support monétaire. Alors, il existe une parité fixe entre l'or et l'argent. Je vous rappelle, on est dans le bimétallisme. Il y a des monnaies d'or et des monnaies d'argent. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des poids entre les deux. C'est-à-dire qu'on dise 2 écus d'or égale 5 écus d'argent. Il faut qu'il y ait une parité entre les deux types de monnaies. Et c'est la loi de Gresham qui va s'exprimer, c'est pour ça qu'on parle de cet exemple. On va s'apercevoir que finalement, au bout d'un moment, eh bien, on ne trouve plus de monnaie d'or. Il n'y a plus que de la monnaie d'argent en circulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les usagers de la monnaie de cette époque, eh bien, pour eux, l'or a plus de valeur que l'argent. Et donc, quand ils ont une pièce d'or, eh bien, ils vont l'épargner, ils vont la thésauriser en tous les cas. Et ils ne vont remettre en circulation pour leurs achats que les pièces d'argent. Et donc, c'est la fameuse loi monétaire de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La bonne monnaie, c'est l'or. Et bien l'or, comme il est bon, il est désiré pour lui-même. Et en circulation, il n'y a plus que, entre guillemets, la mauvaise monnaie, c'est-à-dire l'argent. Hein, donc ça, c'est aussi des lois monétaires qui peuvent avoir leur actualité. Alors, après la monnaie métallique, enfin, autre forme, mis à part la monnaie métallique, et une monnaie beaucoup plus moderne, la monnaie fiduciaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, fiduciaire, ça repose sur le latin fiduciare, qui veut dire confiance. Donc, c'est une monnaie qui repose sur la confiance. Pourquoi introduit-on la confiance dans les histoires monétaires? Eh bien, parce que sur votre billet de banque, qui est un exemple de monnaie fiduciaire, vous avez une valeur faciale. Il est écrit 10 €. Et que tout le monde, tous les possesseurs de ce billet, ont la croyance
que ce billet vaut 10 euros. Ça veut dire qu'il leur donne l'équivalent à une marchandise de 10 euros. Et nous avons raison de croire ça, puisque dans les faits, nous pouvons acheter 10 euros de marchandises avec notre billet. Simplement, cette valeur faciale, elle ne correspond pas à la valeur intrinsèque du billet. C'est-à-dire, quelle est la valeur d'un billet? C'est son coût, c'est le coût du papier, c'est le coût de l'impression, hein, et que la valeur d'un billet, c'est quelques centimes d'euros. Mais nous ne croyons pas que le billet vaut quelques centimes d'euros, puisque l'État qui l'émet nous garantit qu'il vaut ce qui est écrit dessus, 10 euros. Entre parenthèses, des fois il nous le garantit, des fois c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement d'inflation qu'en vérité, le billet ne vaut plus 10 euros parce que les prix ont tellement augmenté que ce que l'on payait 10 euros avant, on va le payer 20 maintenant. Donc en fait, le billet, c'est comme s'il valait plus que 5 euros. Mais hormis ces cas d'inflation, eh bien, effectivement, c'est la puissance émettrice, l'État généralement, qui garantit la valeur de la monnaie, et donc nous croyons que ce billet vaut 10 euros. Nous avons donc confiance dans l'autorité monétaire qui nous affirme la valeur faciale du billet de banque. Hein, voilà pourquoi cela repose sur la confiance. Alors c'est le cas, je parle des billets de banque évidemment, mais c'est aussi le cas des pièces de monnaie, en tous les cas de nos pièces de monnaie à nous, en métal vulgaire. Il est hors de question que notre pièce de 1 centime d'euro coûte plus d'1 centime d'euro. Donc ça, vous voyez à peu près le coût d'une pièce de monnaie. Hein, c'est donc extrêmement faible. Donc les pièces de monnaie sont aussi de la monnaie fiduciaire parce que la quantité de métal qu'il y a dedans et le coût de la fabrication, eh bien, ne représentent absolument pas la valeur faciale de la pièce. Alors le billet de banque, lui aussi a une histoire un peu compliquée, il remonte à très très loin. Et en gros, on peut dire qu'il a une histoire en 3 étapes. Alors d'abord, la première apparition du billet, eh bien, c'est un particulier dépose de l'or dans une banque, par exemple, ce qui correspondait à des banques au Moyen-Âge, puisque ça existe dès la fin du Moyen-Âge. Eh bien, le banquier va lui remettre un papier certifiant son dépôt d'or. Ça va être signé, donc en fait, le banquier signe une reconnaissance de dette, hein, ça donne droit à celui qui porte le papier, eh bien, de récupérer le stock d'or qui est mentionné sur le papier. Et vous comprenez bien que soit effectivement la personne qui détient le papier peut attendre et quand elle a besoin de l'or, elle va le chercher chez le banquier, et donc contre le papier elle récupère son or, soit elle va payer un tiers avec ce papier, et ce tiers ira chercher le stock d'or à la banque. Donc vous comprenez que ce certificat de dépôt, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce certificat de dépôt, eh bien il sert déjà comme moyen de paiement. C'est-à-dire qu'il a déjà la fonction d'un billet de banque. Donc ça c'est la première forme que l'on ait connue. La deuxième forme, beaucoup plus évoluée, là, les gens détiennent la monnaie sous la forme qu'ils veulent, et notamment sous la forme de billets. Simplement, on leur garantit que quand ils veulent, leurs billets pourront être changés selon une certaine quantité d'or. Donc, à tout moment, le billet est convertible en or. Enfin, et on arrive donc à l'époque moderne, eh bien, le billet de banque devient inconvertible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au banquier d'échanger son argent, ses euros, contre de l'or. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intervenir sur un marché financier pour acheter de l'or avec votre argent. Mais il n'y a pas de change garanti au niveau des institutions bancaires de vos euros en or, bien évidemment. Donc, on dit à ce moment-là que le billet de banque a un cours légal, c'est la loi qui l'impose, hein, on est obligé de le recevoir comme moyen de paiement, il a un cours légal et forcé, c'est-à-dire que on est obligé de le prendre et qu'on n'a pas à attendre de contrepartie particulière. Hein, donc c'est un peu de la confiance arrachée, ce que je suis en train de vous raconter là. Hein. Donc voilà un petit peu les stades de construction du billet de banque.
Autre étape de l'histoire monétaire, après la monnaie fiduciaire, eh bien, il va falloir parler de la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, comment peut-on la définir? Eh bien, on la définit par le terme d'écriture, puisque scriptural, c'est la racine d'écriture, et ça se définit finalement, cette monnaie scripturale, comme les signes inscrits sur les comptes des agents économiques, comptes bancaires des agents économiques. C'est quoi ces signes? Eh bien, ce sont des soldes de comptes courants, des soldes de créditeurs, parfois des soldes de débiteurs, mais si vous avez de la monnaie, vous avez un solde de créditeur sur votre banque. Et donc la monnaie, là, c'est juste le chiffre qui est indiqué. Il n'a pas d'autre support, pas d'autre existence, pas d'autre réalité que ce chiffre. Il ne correspond pas à des billets et à des pièces. C'est ce nombre qui représente la quantité de monnaie que vous possédez à un moment donné. Donc, c'est la monnaie qui est issue d'un jeu d'écriture, et c'est la monnaie qui est donc liée, évidemment, intimement au développement de la banque. Alors, quels sont les moyens de paiement? Ce qui ne veut pas dire, donc, si la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, pardon, n'a pas d'autre matérialité qu'un chiffre sur un compte de banque, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne voyage pas à l'aide de supports. Si, pour qu'on puisse l'utiliser, justement, il va falloir qu'on ait des véhicules pour la transporter, cette monnaie. Et c'est quoi ces véhicules? C'est ce qu'on appelle les moyens de paiement. Alors, vous avez des moyens de paiement qui sont relativement classiques, qui s'appellent le prélèvement, le virement, le titre interbancaire de paiement, le TIP, qui sont les moyens, simplement par un jeu d'écriture, de régler une facture, de payer une dette, etc. Et puis, d'autres moyens, le chèque. Le chèque n'est aussi qu'un jeu d'écriture. Je vous rappelle que la loi en France vous permet théoriquement de faire un chèque sur une feuille volante. Vous n'avez pas besoin d'un chéquier officiel de banque. Alors je vous dis en principe, parce que aller présenter ça à un commerçant, à mon avis, il n'acceptera pas votre moyen de paiement. Mais la loi, normalement, l'y oblige, où il y a juste marqué votre nom, vos coordonnées, votre adresse, l'adresse de votre banque, vos numéros de compte bancaire, la somme pour laquelle vous voulez être débité, et votre signature. Et normalement, ça suffit, donc c'est un chèque. Donc, vous comprenez bien que le chèque, en lui-même, n'est qu'un jeu d'écriture. Et c'est ça qui va faire circuler la monnaie. C'est évidemment les cartes bancaires. Alors, j'ai bien dit les cartes bancaires, parce que les cartes de crédit, c'est autre chose. Même si avec la carte de crédit, on peut aussi l'utiliser simplement comme une carte bancaire, mais dès que à la carte bancaire est affectée une réserve de crédit, on change de monde. On n'est plus dans le simple support monétaire. Donc je parle vraiment des cartes de paiement, des cartes bancaires ordinaires, comme on les connaît en France. C'est plus récemment le porte-monnaie électronique, qui est une autre forme de paiement électronique, pour des petites sommes. Je vous rappelle que le porte-monnaie électronique, qui de toute façon a assez peu d'avenir devant lui, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le porte-monnaie électronique, c'est quoi? C'est une carte bancaire que vous allez recharger dans votre distributeur. Vous allez mettre 20 € dessus, et quand vous allez aller payer votre pain, on va vous débiter directement sur la carte la somme qui correspond à votre pain. Donc c'est pour les micro-paiements, si vous voulez. C'est l'utilisation d'une carte bancaire pour les micro-paiements. Donc ça s'est assez moyennement développé ces dernières années, et on va passer à des choses beaucoup plus innovantes qui, à mon avis, vont être adoptées beaucoup plus rapidement que le porte-monnaie électronique. Alors c'est le paiement par GSM. Bientôt, nos cartes bancaires seront totalement obsolètes, et on pourra faire tous nos paiements à partir de notre téléphone mobile, tout simplement parce qu'on sera connecté aussi à un centre bancaire, et on pourra avoir des informations, le commerçant pourra avoir des informations sur notre compte bancaire, ou en tous les cas obtiendra une information pour le paiement une autorisation pour le paiement du client.
Hein. Donc ça, c'est le paiement de demain. Déjà au Japon, c'est extrêmement courant. Hein, c'est plus courant, je crois. En 2010-2011, c'était plus courant que le paiement par carte bancaire au Japon. Hein, donc ils sont très très en avance là-dessus. Et ça arrive en Europe et aux États-Unis à grande vitesse. Donc si vous voulez, c'est le porte-monnaie électronique de demain, sauf que là, c'est et les petits achats et les gros achats, quoi.